Mon mari est possédé. Patricia et Henri se sont rencontrés à la faculté en 1978 et ils sont immédiatement tombés amoureux l'un de l'autre. 2 ans plus tard, ils se sont fiancés et Henri emmena Patricia en Suisse pour la présenter à sa famille. Cette dernière se réjouissait à l'idée de faire la connaissance des nombreux frères et sœurs de son futur mari. Mais elle s'est vite sentie mal à l'aise en leur présence, sans vraiment comprendre pourquoi. Durant son séjour, elle avait été victime d'un accident qui l'avait grandement secouée. Un après-midi, alors qu'elle marchait sur le trottoir avec Henri, une voiture lui avait foncé dessus, la projetant violemment contre le mur de briques d'un funérarium. Au cours de cette même période, elle avait appris que l'une de ses belles-sœurs, Jeanne, pratiquait la sorcellerie et qu'elle ne voulait pas que ses frères se marient. Paul, le petit frère d'Henri, lui avait rendu visite juste avant son mariage. Quelques jours plus tard, il s'était suicidé d'une balle dans la tête. Il se retrouvait alors dans la maison familiale, un ancien presbytère collé à un cimetière. Depuis, la maison avait été condamnée et l'église détruite. Patricia en avait conclu que son malaise était dû à l'hostilité de sa belle-sœur, qu'elle avait probablement perçue de manière inconsciente. Une fois de retour aux États-Unis, elle avait épousé Henri, et personne n'était venu s'y opposer. Il avait terminé ses études et avait trouvé une place d'ingénieur dans une grande raffinerie de pétrole. Il l'avait complètement redessinée pour optimiser sa production, faisant ainsi gagner une fortune à son employeur. Après la réussite de ce projet, il avait continué à travailler pour la même société, mais il était également devenu consultant indépendant dans l'ingénierie pétrolière. À cette époque, Henri et Patricia étaient mariés depuis 12 ans. Ils avaient 4 enfants et ils s'aimaient toujours avec passion. Au mois de septembre, Henri partit en Suisse pour étudier une opportunité professionnelle et il en profita pour visiter sa sœur et son petit ami, un homme qui baignait lui aussi dans l'occulte et la sorcellerie. Pour une obscure raison, Jeanne lui avait demandé de manger beaucoup de fromage avant de venir la voir, et il avait suivi son conseil. Une fois sur place, elle lui proposa une boisson aux herbes pour l'aider à se détendre. Il la but sans se poser de questions. Quelques heures plus tard, il téléphona à sa femme et lui dit « J'ai dû m'endormir là-bas. Quand je me suis réveillé, ma sœur et son petit ami étaient partis. Je pense que je suis en train de perdre la tête. » Patricia fut surprise de ces paroles. Henri avait de l'éducation, sa carrière était brillante, et jamais il n'avait douté de ses facultés. Elle songea qu'un incident avait dû se produire dans la maison de Jeanne, quelque chose de bien plus grave qu'un moment de fatigue. Il la rappela un peu plus tard dans la nuit et commença immédiatement à lui tenir des propos osés. Il semblait vouloir du sexe par téléphone, mais ses paroles étaient tellement crues qu'elle raccrocha sans donner suite. La veille de son retour, sur les conseils de sa sœur, il consulta une psychologue. Elle lui demanda de jeter toutes ses médailles religieuses et de porter un scapulaire de Notre-Dame, ce qu'il accepta de faire. Henri, qui était catholique, avait délaissé la religion dans sa jeunesse, la qualifiant d'opium du peuple. Mais il avait décidé de retourner à l'église après la naissance de ses enfants, pour le salut de leur âme. D'ailleurs, l'aîné préparait sa première communion. Il expliqua à sa femme que la psychologue lui avait soufflé de l'air dans le nez et que, brusquement, il s'était senti terriblement puissant. Tellement puissant qu'il aurait pu envoyer une fusée sur la lune d'un claquement de doigts. Patricia en conclut que la psychologue l'avait drogué d'une manière ou d'une autre. Probablement en lui insufflant de la cocaïne dans les narines. Henri aurait dû rentrer chez lui le lendemain.
mais il rata son avion. Il retourna alors voir sa sœur, qui travaillait comme infirmière dans un hôpital, pour lui demander de l'aide. Il avait besoin d'un justificatif médical pour pouvoir reporter son billet à une date ultérieure, ce qu'elle lui obtint sans peine. Finalement, il réussit à prendre le vol suivant, mais durant le trajet, il se comporta de manière tellement inappropriée qu'il se retrouva débarqué à Paris et gardé en observation à l'hôpital pendant quelques jours. Il regagna ensuite les États-Unis et sa femme, qui était venue le chercher à l'aéroport, fut surprise de le voir descendre de l'avion en dernier. Il se déplaçait très lentement, comme un vieil homme. Il monta dans la voiture, prit le volant, et elle remarqua immédiatement qu'il ne conduisait plus de la même manière. Avant son départ, il se montrait toujours calme et prudent. Mais maintenant, il prenait des risques inconsidérés. Plus étonnant encore, il ne se souvenait plus du chemin de la maison, ni de certains points du code de la route. Alors qu'il roulait, il lui avoua avoir ramassé une fille dans un bar et être monté dans son appartement. « Nous devrions divorcer, » lui dit-il avec détachement. « Ça sera difficile au début, mais nous devrions quand même le faire. » Patricia, qui ne s'y attendait pas, en resta estomaquée. Le lendemain matin, il lui raconta que lors de son séjour en Suisse, il était allé visiter la tombe de son frère, mais que quelque chose l'avait tellement effrayé qu'il n'en avait pas dormi de la nuit. En sortant du cimetière, je suis monté dans ma voiture de location pour retourner à l'hôtel. Sur le moment, je n'ai rien remarqué de spécial, mais en chemin, j'ai senti une présence près de moi. Elle suintait le mal. Intrigué, j'ai jeté un coup d'œil vers le siège passager, et je l'ai vu. Le diable s'était invité dans ma voiture. J'ai eu la confirmation de son identité quelques minutes plus tard. Quand j'ai regardé mon compteur de vitesse, il indiquait le nombre 666, le signe de la bête. Patricia ne fit aucun commentaire, mais elle s'interrogea sur la composition de la fameuse boisson aux plantes de sa belle-sœur. Au cours des jours suivants, Henri commença à se plaindre de silhouettes sombres glissant silencieusement près de lui. À ce moment-là, il était toujours lui-même, seulement perturbé et terrifié. Comment vais-je me débarrasser de tous ces fantômes ? Lui demandait-il parfois d'un air affolé. En moins d'un mois, il perdit ses 2 emplois, celui dans la grande société de raffinage et celui de consultant, après s'être disputé avec les dirigeants des entreprises respectives. Il retrouva facilement un poste qu'il se révéla incapable de conserver. Une fois encore, il s'accrocha violemment avec son employeur, le terrifiant tellement que le pauvre homme fut victime d'une monstrueuse crise d'asthme. Henri l'abandonna à son sort sans éprouver le moindre remords. En arrivant chez lui, il dit à sa femme: « J'ai regardé toutes les filles que j'ai croisées en revenant, et elles ressemblaient toutes à des mannequins. Tu pourrais faire un effort ?» Patricia accueillit ces paroles avec indifférence. Depuis son voyage en Suisse, son mari n'était plus vraiment le même. Il essayait sans cesse de la provoquer en lui parlant de ses escapades ou de ses tromperies, et à chaque fois qu'il le faisait, il se comportait bizarrement. Ses yeux devenaient inexpressifs et il se mettait à fixer quelque chose d'invisible dans l'air. Il était tellement perturbé qu'il n'arrivait plus à s'asseoir sur une chaise. Il glissait sur le sol ou marchait carrément dessus. Parfois, il oubliait tout de l'anglais. Il s'exprimait dans un langage étrange qu'elle n'avait jamais entendu auparavant et qu'il était incapable de reconnaître. Alors, comme elle s'inquiétait pour sa santé, elle finit par l'amener aux urgences. Après l'avoir examiné, les médecins le firent transférer dans un hôpital psychiatrique, le qualifiant de danger pour lui-même et pour les autres. Une fois sur place, il demanda que ses mains soient détachées pour pouvoir utiliser l'urinoir, et il en profita pour se sauver. Il fut rapidement rattrapé par la police et interné à nouveau. Il passa 3 ou 4 jours à l'hôpital avant d'être diagnostiqué bipolaire. À sa sortie, il expliqua à sa femme que, pendant qu'il était là-bas, il avait vu
des démons dans sa chambre et qu'il l'avait entraîné au purgatoire ou en enfer, où se trouvait son défunt frère. Patricia l'accompagna à la pharmacie pour chercher ses médicaments. Mais comme elle attendait au comptoir, il en profita pour s'éclipser. Quelques minutes plus tard, elle le retrouva en train de lire un Cosmopolitain, un magazine féminin qui ne l'intéressait aucunement habituellement, dans un coin du magasin. Ils sortirent ensuite sur le parking et le pharmacien se précipita derrière eux, accompagné d'un jeune couple. La femme accusait Henri d'avoir glissé une main sous son short alors qu'elle patientait dans la file d'attente. Des policiers furent alors appelés, qui prirent sa déposition, mais Patricia leur expliqua que son mari venait tout juste de sortir de l'hôpital, qu'il n'avait pas commencé son traitement, et ils le laissèrent partir. Au cours des jours suivants, il se montra effrayant, grimpant le long des murs et se laissant lentement retomber, comme s'il s'était trouvé en apesanteur. Il lui disait des choses terribles. « Je veux vous voir dans la rue, toi et les enfants, sans argent ou mort. » Quand il l'accompagnait au supermarché, il était ingérable. Il fonçait volontairement dans les gens et elle devait sans arrêt le tenir par le bras pour éviter tout incident. Un jour de presque normalité, il prétendit voir un nuage noir, maléfique, s'approcher de lui et elle s'en inquiéta. Après avoir consulté le révérend de sa paroisse, un jour de presque normalité, il prétendit voir un nuage noir maléfique s'approcher de lui et elle s'en inquiéta. Après avoir consulté le révérend de sa paroisse, elle le conduisit dans une ville voisine où vivait un prêtre qui s'y connaissait en ce genre de choses. Et comme elle ne pouvait pas laisser leurs 2 jeunes enfants âgés d'1 et 3 ans seuls à la maison, elle les prit avec eux. Le prêtre, qui n'avait pas le soutien de son supérieur, devait se montrer discret. Il lut une prière de bénédiction et Henri se mit aussitôt à hurler que l'eau bénite le brûlait. À leur 3e rencontre, alors qu'il était assis dans le bureau de l'ecclésiastique, Henri commença à se tripoter, nullement perturbé par la présence de ses enfants. « Qui vous fait agir ainsi ?» lui demanda le prêtre. « Ma sœur et son petit ami. Qu'allez-vous faire ? » « Tuer ma famille. Qu'est-ce que ça vous apportera ? » « Le diable m'a promis du sexe pour toute l'éternité, si je le faisais, » lui répondit-il en souriant. Au moment de retourner chez eux, leur voiture refusa de démarrer et Henri se vanta de pouvoir la soulever. Une fois à la maison, Patricia s'aperçut que tous les appareils dont il se servait tombaient inéluctablement en panne. La télécommande de la télévision, la chaîne stéréo, le système d'ouverture du garage, etc. Au cours des jours suivants, son comportement parut s'améliorer, au grand soulagement de sa femme et de ses enfants qui commençaient à avoir peur de lui. Malheureusement, leur tranquillité fut de courte durée. Un soir, il leur annonça qu'il allait regarder un match de football au premier. 1 heure plus tard, Patricia monta le chercher, mais il se révéla introuvable. Il était passé par la fenêtre de la salle de bain pour filer dans un club de striptease. Il en revint avec des films pornographiques et proposa à ses 2 filles âgées de 13 et 7 ans de les regarder avec lui. Il avait mis son pantalon à l'envers et quand Patricia voulut lui prendre les vidéos, il les glissa dans son slip. Il commença alors à évoquer certains de ses fantasmes orgiaques. Ses besoins sexuels étaient constants et il les affichait sans aucune pudeur. Il refusait de se protéger, se montrait très demandeur et il pouvait, s'il le souhaitait, garder une érection permanente. Elle devait constamment le surveiller. Quand elle amenait ses enfants à l'aire de jeu, elle était obligée de le tenir par la main pour l'éloigner des promeneurs. Généralement, il s'asseyait sur un banc, mais, à une occasion, elle l'avait vu grimper tout en haut d'un poteau, comme un singe. Il n'arrivait plus à garder un emploi en dépit de son éducation et de ses succès passés. En fait, il n'essayait même pas. Alors, comme elle n'en pouvait plus,
Patricia l'amena chez un nouveau psychologue, lequel déclara, après l'avoir examiné, que quelque chose de surnaturel était impliqué. Pendant la consultation, Henri avait marché sur les fauteuils au lieu de s'asseoir, puis il s'était caché dans la salle de bain, toute lumière éteinte. Ce qu'il faisait parfois dans sa propre maison. Un soir, alors qu'il s'était réfugié dans l'obscurité, sa femme l'avait entendu murmurer « Et maintenant, maître ?» Vers le milieu du mois d'octobre, il commença à s'enfermer dans leur chambre à coucher. Patricia ne disait rien, elle attendait qu'il ouvre. Quand il déverrouillait la porte, elle découvrait toujours le même spectacle. Des fils électriques avaient été introduits dans les prises de courant et attachés à leur lit. Au cours de cette même période, elle se réveilla à 2 reprises alors qu'il essayait de l'étrangler avec une ceinture. « Henri, que fais-tu » lui cria-t-elle épouvantée, et il reprit ses esprits à chaque fois. Un matin, elle s'aperçut que le tuyau d'arrivée de gaz de leur chaudière avait été volontairement brisé et qu'il fuyait dangereusement. L'idée la traversa qu'il essayait de les tuer, ses enfants et elle, mais elle s'empressa de la chasser. « Jamais Henri ne nous ferait volontairement du mal, » se dit-elle naïvement. Il y a forcément une explication. Pourtant, il se montrait de plus en plus violent, dans ses mots comme dans ses gestes. Quand elle lui posait une question anodine, il répondait cyniquement. Si elle lui demandait, par exemple, où se trouvait leur fils d'1 an, il lui répondait froidement « Je crois que je l'ai jeté dans la piscine ». Parfois, elle essayait de lui faire prendre conscience de ses problèmes, mais il s'énervait à chaque fois et tapait sur la tête des filles pour donner plus de poids à ses paroles. Il n'arrêtait pas de lui répéter qu'un grand événement allait se produire pour Halloween, et il semblait terrifié à cette idée. Au début du mois de novembre, la situation dégénéra un peu plus encore. Un matin, Patricia le retrouva dans la chambre d'une de leurs filles. Il était en sous-vêtements et grognait comme un loup. Le prêtre de leur paroisse, le docteur D, les appela à ce moment-là. Elle courut dans leur chambre pour décrocher le combiné, mais elle le laissa aussitôt retomber. Son mari se rapprochait lentement d'elle, les yeux remplis d'une lueur sauvage. Horrifiée, elle se dépêcha d'attraper un crucifix, et le brandissant devant lui, elle se mit à prier. Henri devint alors fou de rage. Il tira violemment sur le tapis, arracha les rideaux des fenêtres et les draps de leur lit. Et un terrible cri, rauque et maléfique, jaillit du plus profond de sa poitrine. Il se remit ensuite à gronder comme un chien enragé, semblant la défier de recommencer à prier. Le prêtre, qui avait tout entendu, conseilla à Patricia de contacter 2 de ses connaissances, Ed et Lorraine Warren. Elle leur téléphona le soir même. Ils lui expliquèrent que son mari était peut-être possédé, qu'il pouvait se montrer dangereux pour elle, ses enfants et lui-même, et qu'elle devait s'éloigner de lui jusqu'à ce que le problème soit résolu. Malheureusement, elle n'était pas prête à l'entendre. Elle aimait toujours Henri et elle voulait garder sa famille réunie. Elle était bien trop occupée à essayer de le récupérer, lui et leur vie d'avant, pour reconnaître que ses enfants et elle couraient un réel danger. Ed et Lorraine en conclurent que l'oppression démoniaque l'affectait elle aussi, troublant son jugement et sa volonté. Le lendemain, alors qu'elle jouait avec ses enfants au rez-de-chaussée, leur adorable petit chien se jeta inexplicablement sur son fils de 3 ans. Elle se préparait à l'amener aux urgences, quand Henri se mit à danser devant eux, complètement nu. Une fois sa démonstration terminée, il s'assit sur le canapé du salon, les jambes bizarrement croisées, les yeux perdus dans le néant. Finalement, elle les conduisit tous les 2 à l'hôpital. Elle fit soigner la morsure de son fils, et son mari se retrouva une nouvelle fois interné. Elle passa de nombreuses heures à son chevet, tentant de le ramener à la réalité. Parfois,
elle invitait des prêtres à venir le visiter, mais dès qu'il entendait une prière, qu'il voyait un rosaire ou un objet religieux quelconque, il s'endormait immédiatement. 2 semaines plus tard, elle signa une décharge pour le ramener à la maison. Ses crises de folie lui étaient passées, mais il avait terriblement régressé. Elle devait tout lui réapprendre. Il était comme un enfant, ou un extraterrestre. Il ne reconnaissait plus certains objets usuels, comme les ustensiles de cuisine par exemple. Il pensait que pour faire cuire un œuf, il suffisait de le poser sur le brûleur de la cuisinière et d'attendre, sans utiliser de poêle ou de casserole. Pour enlever les feuilles mortes du jardin, il se servait de ses mains à la place du râteau. Il n'arrivait plus à effectuer certaines tâches simples, mais il pouvait toujours, sans effort aucun, grimper à des poteaux électriques ou des immeubles, etc. Souvent, il lui demandait pourquoi il se trouvait en enfer, et il lui promettait de l'y entraîner aussi. Il semblait avoir développé une grande aversion envers les religions. Dès qu'il se retrouvait confronté à un symbole religieux, il devenait fou de rage. Vers la fin du mois de novembre, il dut se faire opérer d'une hernie. Avant que les infirmiers ne l'emportent au bloc opératoire, Patricia lui passa son scapulaire, un crucifix et une médaille de Saint-Benoît autour du cou. Une fois l'intervention terminée, une infirmière lui rapporta qu'il s'était montré très violent en se réveillant, griffant cruellement son cou jusqu'à ce qu'il parvienne à enlever le scapulaire et la médaille. Son visage était déformé par la haine. « Je n'avais jamais rien vu d'aussi abominable », lui dit-elle, visiblement secouée. Patricia ramena son mari à la maison, et elle commença à se décourager. Henri se désintéressait de ses enfants, et s'il éprouvait encore des sentiments pour elle, il n'en laissait rien transparaître. Elle souffrait de son indifférence, mais elle ne pouvait pas lui reprocher quelque chose dont il n'était pas responsable. Elle aussi se montrait plus distante. Elle aurait voulu dire qu'elle l'aimait, mais elle n'y arrivait pas. En fait, elle ne le reconnaissait plus. En quelques mois, il avait complètement changé, aussi bien physiquement que moralement. Son état général s'était grandement dégradé. Maintenant, il avait besoin de lunettes. Il ne sentait plus les odeurs, son audition s'était détériorée, son écriture était différente, tout comme ses habitudes alimentaires. Il ne pensait qu'à manger. D'ailleurs, il avait énormément grossi. Il se gavait de hamburgers et de frites, alors qu'il les avait toujours détestés. Elle avait envoyé différentes photos de son mari, d'anciennes et de plus récentes, à Ed et Lorraine Warren, et ils avaient jugé sa métamorphose stupéfiante. Il refusait de travailler, mais il la menaçait régulièrement de vider leur compte en banque et de dilapider toutes leurs économies. Ses enfants ne voulaient plus s'approcher de lui. Il ne supportait plus qu'il les touche. Parfois, il leur parlait d'une voix mielleuse et d'autres d'une voix terrible. S'il les réveillait le matin, ils se mettaient aussitôt à hurler. Il les terrifiait. Un jour, le plus jeune de leurs fils glissa sur le plancher et, se cognant la tête, il se mit à pleurer. Henri se leva tranquillement du canapé et s'éloigna sans s'en occuper. Son regard glacé horrifiait Patricia. Elle continuait à prendre soin de lui, mais elle ne savait plus quoi faire pour l'aider. Il avait consulté 4 psychiatres, dont 2 en avaient conclu à une force occulte, et il avait été hospitalisé à 4 reprises, 2 fois en Europe et 2 fois aux États-Unis. Et ses médicaments n'avaient pratiquement aucun effet, ni sur ses problèmes physiques, ni sur son comportement. Un prêtre lui avait lu une bénédiction, qui avait eu un impact positif, mais de courte durée. Un autre l'avait entendu grogner au téléphone, celui qui lui avait conseillé de contacter les Warren. Un troisième l'avait envoyé à un quatrième, qui lui avait dit que la situation dépassait ses compétences. Désespérée, elle écrivit une nouvelle fois à Ed et Lorraine. « Chers Ed et Lorraine,
La dernière fois que nous nous sommes parlé, vous m'avez mise en garde, soulignant que mon mari pouvait être dangereux et s'en prendre à nous. J'ai essayé de trouver de l'aide, mais personne n'a voulu me croire, à part un guérisseur. La créature maléfique qui possède mon mari repousse cette personne, qui ne se décourage pas. Elle dit que Jésus est plus fort que l'enfer, et qu'elle en viendra à bout. Mon mari a quelque peu repris ses esprits, mais quelque chose le tourmente encore. Connaîtriez-vous un véritable exorciste ? Ed lui répondit qu'il ne pouvait rien faire de plus pour Henri, car il ne voulait pas de leur aide. Dans la Bible, quand Jésus chasse les démons, la victime est toujours consentante, lui expliqua-t-il. La volonté est puissante. Vous ne pouvez pas exorciser un démon ou aider quelqu'un à se libérer d'une addiction s'il refuse de reconnaître le problème ou s'il ne veut pas le corriger. Il pensait que le démon qui possédait Henri était maintenant en sommeil et qu'il attendait une opportunité pour agir. Sans intervention religieuse, le résultat sera probablement la mort. À bout de force, Patricia quitta la maison avec ses enfants. Elle pensait que même si son mari redevenait lui-même un jour, rien ne serait jamais pareil. Elle se demanderait toujours si le démon était vraiment parti, s'il n'était pas tapi là, dans un coin sombre de son esprit. 1 an plus tard, la situation n'avait toujours pas évolué. Il m'est difficile d'écrire ces mots, mais j'ai peur que mon mari ne soit toujours pas libéré du mal. Chaque jour, je me réveille paniquée en me rappelant de l'expérience que j'ai vécue. J'aimerais que toute l'histoire ne soit qu'un mauvais rêve. J'ai maintenant besoin de médicaments pour les battements irréguliers de mon cœur, une conséquence du traumatisme. Je m'inquiète sans arrêt pour mes enfants. Henri ne vit plus avec nous depuis presque 1 an. Je le vois tous les week-ends. Dernièrement, nous avons visité une église et allumé une bougie. Je pense que je devrais essayer de l'oublier. Je crois que Jésus m'y aidera, pour le bien de mes enfants. J'ai parlé au prêtre qui a récité la messe pour la naissance de Padre Pio, mais il m'a dit qu'il n'était pas un expert en la matière. C'est pourquoi je dois trouver quelqu'un qui le soit. Puisse Jésus, tous les anges et tous les saints vous aider dans votre travail, et l'Esprit Saint vous éclairer à jamais. Cette lettre fut la dernière qu'ils reçurent. Personne ne sait ce que Patricia, Henri et leurs enfants sont devenus par la suite.